Dites, comment va votre digestion ? Si c'est le bazar dans votre ventre, vous le savez, votre quotidien peut être fortement impacté. Et vous n'êtes pas seul, car près de 9 millions de personnes seraient concernées par des troubles fonctionnels intestinaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Notre partenaire aujourd'hui, le complément alimentaire Alflorex Plus, vous permet de retrouver un confort digestif et l'équilibre de votre flore intestinale. Ceci grâce notamment à la souche brevetée Bifidobacterium longum 356-24 qui contribue à l'équilibre de la flore intestinale, ainsi qu'à la présence de calcium qui favorise le fonctionnement normal des enzymes digestives. 85% des personnes déclarent se sentir mieux avec la prise d'Alflorex Plus et c'est l'un des probiotiques les plus recommandés pour la sphère digestive. Et pourquoi pas vous ? Le complément alimentaire Alflorex Plus est disponible en pharmacie et parapharmacie. Merci à eux de soutenir le podcast et place à votre épisode. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 112 dans lequel nous allons parler de ballonnement et nous allons essayer de décrypter un petit peu ce qui se cache derrière les ballonnements. Je crois honnêtement que les ballonnements, c'est l'un des principaux symptômes ressentis par les personnes qui souffrent de troubles digestifs. En général, c'est quand même ce qui revient le plus, que ce soit moi dans les consultations, dans les personnes que j'accompagne ou même dans toutes les personnes avec qui je parle de la santé digestive, et je le vois aussi pour moi, pour mon cas, ça a vraiment été le symptôme le plus compliqué à vivre pour moi. Et souvent, c'est vrai que les personnes que j'ai pu accompagner en consultation, elles sont souvent surprises quand je leur pose plein de questions sur leur ballonnement. Des fois, elles me regardent un petit peu avec des yeux ronds, l'air de dire mais pourquoi elles me demandent tout ça ? Ou même parfois, elles se sont jamais posé la question et du coup, elles doivent vraiment réfléchir pour essayer de comprendre. Et la raison pour laquelle je pose autant de questions sur les ballonnements, c'est que y a certaines personnes qui lisent peut-être dans les cartes du tarot ou dans des boules de cristal, et bien moi je lis dans les ballonnements. Chacun son truc. Mais effectivement, il existe différents types de ballonnements et surtout, ils indiquent tous différentes choses sur la situation de la personne et surtout sur la cause de ces ballonnements. Alors comment savoir quel type de ballonnement on a et quelles sont leurs significations ? Eh bien dans cet épisode, je vais justement vous donner un petit peu la liste des questions que je pose aux personnes quand elles me disent qu'elles ont des ballonnements. Donc soyez prêts parce qu'il y en a beaucoup. J'ai 14 points avec des questions et dans chaque point il y a parfois plusieurs questions. Donc vous imaginez quand même, effectivement, on se doute pas qu'il y a autant de questions à poser sur les ballonnements, mais vous allez voir que c'est finalement hyper intéressant les ballonnements. J'aurais pas pensé dire ça un jour, mais en fait ça nous indique quand même pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que ces questions elles pourront vous aider et je vais essayer de vous dire à chaque fois pour les questions un petit peu ce que ça peut vouloir dire derrière, même si bien sûr ça ne remplacera jamais, ce que je vais vous dire dans cet épisode, ça ne remplacera jamais une consultation, bien sûr, mais voilà, l'idée c'est peut-être de vous éclairer un petit peu et de vous permettre de comprendre un petit peu ce qui peut se cacher derrière vos ballonnements parce qu'il y a différents types de ballonnements. En général, ce que je fais déjà pour repartir du début, c'est que je demande à la personne quels sont les 3 symptômes les plus handicapants, les plus compliqués et ceux qui reviennent le plus au niveau digestif. Donc je demande à la personne de me lister vraiment par ordre un peu de priorité justement les symptômes et quand les ballonnements viennent dans ce top 3 des symptômes, même si jamais, remarque, même s'ils sont pas dans le top 3, je pose quand même les questions, mais encore plus quand vraiment c'est dans le top 3, et généralement ça revient dans le top 3, et bien du coup voilà les questions un petit peu que je pose.
Donc quand quelqu'un me dit que il ou elle a des ballonnements, je demande déjà à quelle fréquence. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est plusieurs fois par semaine? Est-ce que c'est plusieurs fois par mois? Déjà ça m'indique quand même un petit peu la récurrence du symptôme. Alors ça veut pas du tout dire que si la personne me dit bon c'est 1 ou 2 fois par mois, je vais lui dire oh c'est rien du tout, on oublie, on passe à autre chose. Pas du tout. Si la personne vient et me dit que c'est un symptôme qui est problématique pour elle, même s'il n'est pas fréquent, je vais quand même creuser, essayer de comprendre ce qui se passe derrière, essayer de l'aider au mieux, évidemment. Donc déjà voilà, quelle fréquence? Comme ça m'indique aussi un petit peu l'état, on va dire peut-être de catastrophe aussi, de la digestion, à quel point c'est vraiment déréglé et à quel point il faut aller creuser sur certains points. Ensuite, je demande, est-ce que ça survient par crise de plusieurs jours et puis ça disparaît, ou est-ce que c'est présent quasiment systématiquement? Ça peut me permettre aussi de creuser. Si la personne me dit par exemple, effectivement c'est plutôt par phase de quelques jours et puis ensuite ça disparaît et pendant 1 semaine ou 2 j'ai plus rien. Là je vais pouvoir creuser, je vais lui dire ok, est-ce que ça revient à certains moments spécifiques du mois par exemple, si c'est une fois par mois, notamment si c'est une femme et qu'elle a des cycles menstruels, je vais essayer de voir s'il y a une corrélation avec le cycle. Ça peut être aussi, imaginons quelqu'un qui est un étudiant ou une étudiante qui est en alternance, donc qui passe, on va dire, 1 semaine par mois en cours et 3 semaines en entreprise. Si la personne me dit, effectivement, c'est la semaine où je suis en cours où là, ça ballonne carrément, alors que le reste du temps, tout va bien. Ou inversement, vous voyez, ça peut vraiment m'aider à voir à quel point l'environnement va jouer, évidemment, le niveau de stress, mais aussi peut-être l'alimentation. Peut-être que la personne change subtilement d'alimentation en fonction des moments du mois, par exemple. Là, je prends l'exemple d'un mois, mais ça peut être aussi sur une autre période de temps. Mais voilà, ça peut me donner aussi pas mal d'indications. Et si la personne me dit non, mais en fait, c'est quasiment tout le temps, ou en tout cas, il y a pas, c'est pas forcément par phase, ça me donne aussi des indications et je vais aller creuser différentes choses ensuite. Ensuite, une autre question que je pose, c'est est-ce que ça survient après avoir consommé un aliment en particulier? Ou est-ce que la personne n'arrive pas trop à identifier? La plupart du temps, les personnes me disent honnêtement, j'arrive pas à identifier parce que j'ai tout le temps mal au ventre, j'ai tout le temps le ventre gonflé, donc franchement, je sais plus à quoi ça peut être dû. Mais parfois, la personne me dit, c'est vrai que je me rends compte que quand je mange tel truc, je peux avoir mal au ventre après. Ou des fois la personne me dit, là par exemple j'ai eu une crise terrible après avoir mangé au restaurant et j'avais mangé telle ou telle chose. Et des fois la personne me dit, je comprends pas parce que vraiment dans mon assiette j'ai l'impression qu'il y a rien qui est mauvais, parce que souvent on a tendance à classifier un peu les aliments de ça c'est bon, ça c'est mauvais pour moi. Donc des fois les personnes me disent il y a rien de mauvais dans mon assiette, j'ai pas compris, sauf que moi quand elle me décrit ce qu'elle mange, clairement je vois direct que en fait c'est peut-être l'association de ça et de ça qui est pas passé, ou c'est peut-être ça. Je vais un peu voir en fait si les aliments qu'elle me décrit peuvent rentrer dans la catégorie peut-être des FODMAP ou des aliments potentiellement durs à digérer comme le gluten, les produits laitiers, etc. Il peut y avoir plein de choses. Donc ça veut pas pour autant dire que je vais en tirer des conclusions et dire à la personne ah oui vous êtes intolérant à tel ou tel aliment. Pas du tout, c'est juste que moi ça va m'aider ensuite à creuser un petit peu plus et à voir quelles pistes on va pouvoir explorer. Un autre point que je demande aussi, c'est au niveau pratico-pratique, je demande à la personne, est-ce que vous devez ouvrir un bouton de votre pantalon? Est-ce que vraiment ça gonfle au point où vos vêtements vous serrent et c'est plus possible limite de rester assis avec le pantalon fermé? Ou est-ce que ça gonfle un petit peu, c'est inconfortable, mais c'est pas non plus ça gonfle comme une montgolfière. Encore une fois, l'idée c'est pas du tout d'avoir un jugement sur ça, c'est vraiment juste de m'indiquer à peu près la quantité, on va dire, de ballonnements qui se déroulent quand la personne les ressent. Ensuite, je demande à la personne, est-ce que c'est inconfortable? Parce que parfois, il y a certaines personnes qui me disent non, c'est pas inconfortable, c'est juste que ça me dérange parce que, surtout chez les femmes, en général, c'est ce qu'on retrouve souvent. La personne me dit, c'est juste que voilà, j'ai le ventre qui gonfle et franchement, c'est pas très esthétique, je me sens pas très à l'aise. Voilà, ce que je comprends absolument. Pour l'avoir vécu pendant de nombreuses années, je comprends tout à fait. Donc je demande à la personne, est-ce que c'est inconfortable? Parce qu'il peut y avoir juste des ballonnements où effectivement le ventre gonfle un peu et puis ça nous gêne plus esthétiquement qu'autre chose. Et il y a parfois des ballonnements où vraiment on sent qu'il se passe des choses à l'intérieur, il y a de l'air, il y a des gaz, c'est inconfortable, c'est pas agréable. Ensuite je demande, est-ce que c'est douloureux? Parce qu'il peut y avoir aussi des ballonnements qui peuvent être non douloureux.
et d'autres qui vont vraiment être douloureux. Et en général, suite à cette question, si la personne me dit oui c'est douloureux, je lui demande est-ce que c'est une douleur qui est plus de distension, c'est-à-dire que vous sentez que ça gonfle tellement que bah forcément c'est inconfortable, ça tire un peu de partout, c'est pas agréable, ou est-ce que ça vous fait des douleurs comme des coups de couteau, est-ce que ça vous fait un peu comme vraiment comme si vous aviez des crampes ou qu'on vous enfonçait des couteaux dans le ventre, c'est pas du tout la même douleur. Et ça me donne aussi une indication de est-ce que potentiellement c'est plus une douleur qui est liée à trop de fermentation, il y a trop de gaz donc ça gonfle et donc ça fait mal, ou est-ce que c'est plus de l'inflammation où là ça fait un peu des coups de couteau, ça fait vraiment une douleur qui est pas du tout la même, c'est une douleur qui est plus aiguë, alors que quand c'est plutôt une douleur de distension, c'est un peu plus diffus. Voilà, j'espère que vous voyez à peu près la différence entre les deux. Donc c'est pareil, ça va me donner aussi des pistes à savoir qu'est-ce qu'on va explorer, sur quelle piste on va partir pour essayer de résoudre tout ça. Ensuite, je demande à la personne, est-ce que vous avez le ventre gonflé dès le matin au réveil ou est-ce que ça vient plutôt au cours de la journée? Et ça, il y a vraiment deux cas de figure. Soit les gens me disent, ah le matin c'est génial, j'ai le ventre tout plat, si ça pouvait rester comme ça toute la journée, ce serait super. Par contre, dès que je commence à manger mon petit déjeuner, bah là ça commence à gonfler. Ou d'autres me disent, le matin ça va, c'est plutôt en milieu d'après-midi que ça commence à gonfler, et la fin de la journée, là c'est catastrophique. Ou d'autres qui me disent, dès le matin, j'ai le ventre gonflé comme un ballon, et j'ai déjà mal au ventre, etc. Voire parfois, certaines personnes me disent, ça me réveille la nuit. Donc ça aussi c'est un point qui est important, parce que ça m'aide aussi à savoir un petit peu, potentiellement, est-ce que ça peut être dû à un repas en particulier, peut-être que la personne mange quelque chose à un repas en particulier qui fait que ça va gonfler, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est général, est-ce que c'est quelque chose que la personne mange le soir et finalement ça travaille et le matin ça gonfle. Vous voyez, ça me permet vraiment de partir en fait sur plein de pistes différentes et vraiment de continuer à explorer. Donc je demande effectivement, est-ce qu'elle a le ventre gonflé dès le matin au réveil, ou sinon à quel moment de la journée ça arrive, pour voir un petit peu tout ça. Un autre point hyper important, quand la personne me dit tant que je mange pas, tout va bien, par contre dès que je commence à manger, ça ballonne. En général, là je demande, ok, c'est combien de temps après le repas? Est-ce que c'est vraiment dans les minutes qui suivent, ou est-ce que c'est plutôt 2 heures après? Parce que ça me donne pas la même indication. Pour vous refaire un petit peu anatomiquement le schéma de la digestion, les ballonnements en général, ils se passent très rarement dans l'estomac, ils se passent plutôt en majeure partie dans le côlon, donc vraiment la fin de la digestion, et parfois ils peuvent arriver directement dans l'intestin grêle, qui est plutôt la partie du milieu, on va dire, de la digestion. Mais tout ça, ça nécessite un certain temps. Donc c'est pour ça, si la personne me dit, dès que je commence à manger, dans les minutes qui suivent, je commence déjà à ballonner, là, il peut y avoir deux cas de figure. Soit c'est simplement le fait de manger, ça active le péristaltisme intestinal, ça active la digestion, donc tout se met un petit peu à se contracter, donc ça active un petit peu tout ça. Donc il y avait peut-être des gaz qui étaient un petit peu stagnants, mais qui gênaient pas trop. Mais là, comme ça se met à contracter, etc., ça s'active, les gaz deviennent effectivement plus peut-être volumineux, plus douloureux en tout cas. Ou soit, donc dans ce cas-là, ça veut dire que potentiellement, c'est pas ce que la personne vient de manger qui est problématique, c'est plutôt ce qu'elle a mangé la veille. Donc c'est ce qui se passe on va dire que les gaz ils sont dans le côlon, et pour arriver dans le côlon ils font quand même un petit paquet d'heures, ça se fait pas en quelques minutes, il faut plusieurs heures. Donc là je me dis ok, potentiellement c'est plutôt ce que la personne a mangé au repas d'avant. Ou alors l'autre cas de figure, ça peut être que la personne, on tend plutôt à supposer un SIBO. Donc le SIBO, c'est quand il y a des bactéries qui se développent dans l'intestin grêle, donc juste après l'estomac. Et donc là, effectivement, selon ce que mange la personne, elle peut avoir des ballonnements qui surviennent très rapidement après le repas, parce qu'en fait, les aliments, surtout si ce sont par exemple des fruits, qui sont assez rapides à digérer, qui passent très rapidement de l'estomac à l'intestin grêle, et là, du coup, s'il y a trop de bactéries dans l'intestin grêle, elles vont fermenter tout ça, elles vont faire des gaz, et là, ça peut arriver dans les minutes qui suivent un repas. Donc ça veut pas dire que si jamais vous ballonnez juste après un repas, vous avez forcément un SIBO. Encore une fois, l'idée c'est pas du tout de poser des réponses toutes faites ou quoi, mais c'est juste que ça peut donner quand même des indications. Et puis, une autre chose que je demande à la personne, c'est est-ce que les ballonnements, vous avez l'impression qu'ils sont plutôt situés dans le haut du ventre ou dans le bas du ventre? Vous voyez, c'est pas les mêmes types de ballonnements non plus, même si en général le ventre quand il gonfle un petit peu de partout. Mais on sent quand même si les gaz, parce qu'en général quand ça ballonne c'est qu'il y a des gaz, est-ce qu'ils sont plutôt quand même vers le bas du ventre, ou est-ce qu'on a l'impression, souvent les personnes me disent j'ai l'impression que c'est mon estomac qui gonfle, c'est vraiment en haut du ventre, j'ai l'estomac qui gonfle. Alors ça peut arriver aussi d'avoir trop d'air dans l'estomac, mais c'est quand même plus rare. Donc là, ça peut aussi m'indiquer, est-ce qu'on part plutôt sur une supposition de SIBO, ou est-ce que c'est plutôt une dysbiose qui va être plutôt dans le côlon. Voilà, ça me permet aussi de savoir un petit peu tout ça.
Une autre question que je demande, c'est est-ce que les ballonnements ils sont accompagnés de gaz en grande quantité? Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont le ventre qui gonfle énormément, mais qui finalement ont l'impression de ne pas évacuer beaucoup de gaz. Alors soit c'est que effectivement il n'y en avait pas forcément énormément et du coup ils se sont un peu évacués d'eux-mêmes en sachant que les gaz, et là je vais peut-être vous dire quelque chose qui va un peu vous choquer, mais il faut savoir que les gaz intestinaux ils s'évacuent effectivement à 99% via l'anus, hein, ils s'évacuent via les paies, mais il y a aussi une petite partie qui s'évacue via les poumons. Tout simplement, voilà, ils repartent dans la circulation sanguine et finalement ils repassent par les poumons. C'est d'ailleurs pour ça que pour diagnostiquer un SIBO, on va faire un test respiratoire pour voir si effectivement la personne va expulser par les poumons certains gaz que l'on va essayer de repérer. Donc, alors je suis pas en train de dire que du coup si vous n'évacuez pas des gaz par l'anus, ça veut dire qu'ils sont ressortis par les poumons, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous comprenez un peu quand même j'espère l'idée, mais voilà, il y a des personnes qui parfois ballonnent énormément mais ont l'impression d'avoir très peu de gaz, donc soit ils s'évacuent peut-être la nuit, on ne sait pas, soit finalement il y en avait pas tant que ça et ça s'est plutôt régulé, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont énormément de ballonnements et qui effectivement me disent oui, là clairement je sens bien que j'ai beaucoup de gaz, c'est gênant, parce que en plus dans notre société aujourd'hui on peut pas forcément évacuer les gaz comme on le souhaite à n'importe quel moment. Et ce que je demande ensuite c'est est-ce que ces gaz ils sont plutôt très odorants, c'est-à-dire qu'est-ce que vraiment ça sent l'œuf pourri, où là vous vous dites ah oui là effectivement on peut pas passer à côté, ou est-ce que c'est des gaz qui sont finalement très peu odorants, voire pas du tout odorants. Et oui, c'est tout à fait possible. Il peut vraiment y avoir deux types de gaz. Et en fait, ça n'indique pas du tout la même chose. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien demander parce que en fait, quand il y a des gaz qui sentent vraiment l'œuf pourri, qui sont très odorants, en général, c'est le signe d'une mauvaise digestion des protéines. Et en fait, tout simplement, les protéines, quand elles sont mal digérées, ça va être pris en charge par nos bactéries de putréfaction. Et donc, effectivement, elles vont sécréter un type de gaz particulier qui sent l'œuf pourri, tout simplement. Alors que quand c'est des gaz qui sont pas du tout odorants ou vraiment très peu odorants, là, c'est plus un problème de fermentation. Ça va plus être une maldigestion des glucides qui vont être pris en charge par nos bactéries de fermentation, qui elles aussi vont créer des gaz, mais qui sont, eux, tout à fait inodores. Donc ça, c'est un point qui est important parce que ça me permet aussi de voir si la personne elle a des gaz vraiment très odorants et que c'est tout le temps, par exemple, eh bien je peux me dire que a priori elle mastique peut-être pas suffisamment, donc elle ne mâche pas assez ses aliments et particulièrement les protéines, donc tout le travail digestif ensuite est perturbé. Je peux aussi m'interroger sur l'acidité de son estomac, je peux me dire que potentiellement elle a un estomac qui est peut-être pas assez acide et donc qui digère pas suffisamment bien les protéines, donc ça arrive dans l'intestin mal digéré et donc c'est pris en charge par les bactéries de putréfaction qui elles vont finir la digestion mais en sécrétant des gaz qui sont très odorants, mais au-delà d'être odorants, ces gaz ils sont très irritants pour la muqueuse intestinale, donc ils sont vraiment pas trop souhaitables en grande quantité quand même. Alors que si la personne me dit que c'est des gaz qui sont vraiment pas odorants, là je vais potentiellement plutôt partir sur une maldigestion des glucides et donc on va travailler de différentes façons. Là on va voir aussi, pourquoi pas la mastication, mais on va voir aussi d'autres choses. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses à prendre en compte et qui me permettent ensuite, via encore plein d'autres questions, de pouvoir savoir un petit peu vers quoi on part. Et enfin, une autre question que je pose aux personnes, c'est est-ce que vous avez déjà pris des probiotiques? Et si oui, est-ce que les ballonnements ont empiré? Est-ce que quand vous avez pris des probiotiques, finalement, ça a été mieux, vous avez vu une amélioration, ou est-ce que ça a été pire que tout et vous avez dû arrêter, vous n'avez même pas fini la boîte? Là, ce que ça peut m'indiquer, encore une fois, je mets ça vraiment au conditionnel parce que ça nécessite bien sûr d'autres questions, voire d'autres examens pour vraiment poser un diagnostic médical, et là ça se joue auprès d'un médecin, parce qu'en naturopathie on ne pose pas de diagnostic. Donc si la personne me dit j'ai pris des probiotiques, c'était horrible, j'ai dû arrêter au bout de 2 jours parce que vraiment je n'en pouvais plus, je peux potentiellement suspecter un SIBO, parce qu'en général le SIBO, il y a déjà beaucoup trop de bactéries dans l'intestin grêle, si on en rajoute par-dessus avec un probiotique, en général c'est assez explosif. Donc voilà, encore une fois, ça veut pas dire que si vous avez pris des probiotiques, ça a été la cata, ça veut dire que vous avez un SIBO, ou inversement, que si vous avez pris des probiotiques, que tout s'est bien passé, ça veut pas non plus forcément dire que vous n'avez pas de SIBO, mais voilà, c'est vrai que ça peut être des indications qui peuvent nous faire pencher vers différentes situations. Voilà, j'en ai fini avec mes questions, même si en général, vous l'avez compris, de chaque question va en découler plein d'autres, donc c'est pour ça que en général, pour vraiment essayer de comprendre la situation de la personne, ça passe vraiment par un questionnaire très très précis. Et comme vous le voyez, on peut analyser beaucoup de détails autour des ballonnements,
Parce que selon le type de ballonnement, on pourra explorer la piste d'une dysbiose, plutôt de fermentation ou de putréfaction, comme je vous l'ai dit, selon les symptômes. On pourra aussi envisager un SIBO, ou pourquoi pas aussi une candidose. Voilà, et on peut aussi se demander qu'est-ce qui peut provoquer des ballonnements. Est-ce que c'est plutôt une dysbiose qui fait que la personne elle digère pas bien? Est-ce que c'est une mauvaise mastication? Est-ce que c'est un problème d'acidité de l'estomac? Est-ce que c'est une intolérance alimentaire? Est-ce que c'est le cycle hormonal qui va jouer finalement sur ça? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que voilà, il peut y avoir plein de choses. Encore une fois, ces questions, elles font pas du tout office de diagnostic, mais elles permettent vraiment de voir un peu quelles pistes explorer et ensuite proposer des ajustements alimentaires ou d'hygiène de vie ou de recommander des analyses complémentaires ou de rediriger vers un médecin, ce qui m'arrive aussi souvent. Et voilà, c'est vrai que on se doute pas que les ballonnements puissent être aussi fascinants, mais j'espère que suite à ces questions, vous aurez un petit peu plus compris les différentes pistes à explorer et que juste de dire j'ai des ballonnements, ça suffit pas, en fait il faut vraiment aller creuser un petit peu derrière pour aller comprendre ce qui se passe et comprendre aussi ce qui a pu causer ça et remonter un petit peu à la source du problème et à la cause de la cause, ce qu'on aime beaucoup faire en naturopathie. Donc si vous aimez comprendre justement comment fonctionne la digestion et toutes ces subtilités et savoir un peu ce que veut dire tel symptôme, ses causes, ses solutions, eh bien je pense que vous allez aimer la formation que je suis en train de créer justement pour toutes les personnes qui souffrent de troubles digestifs et qui veulent comprendre ce qui se cache derrière pour trouver de vraies solutions. Dans cette formation, j'aborde justement les ballonnements, mais pas que. On aborde énormément de choses parce qu'il n'y a pas que les ballonnements évidemment comme symptômes, et on aborde leurs origines possibles, leurs explications et les pistes à explorer et les solutions. Donc cette formation elle est vraiment pour tout public, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières auparavant ou d'être hyper calé en biochimie ou que sais-je. J'ai vraiment rendu les choses très faciles à comprendre et très explicite, un petit peu comme je le fais dans mes épisodes de podcast. Donc je vous mets le lien vers la formation en description de cet épisode et comme ça vous aurez toutes les infos. Et puis je rappelle quand même que toutes ces questions et même la formation que je vous propose, bien sûr ça ne remplace pas une consultation. Si jamais vous avez déjà exploré plein de choses au niveau digestion, que vous êtes vraiment perdu et que vous vous demandez quoi faire et que là vous savez plus du tout quoi manger, quoi faire pour aller mieux, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner puisque ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite, d'éviter quand même pas mal d'erreurs. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez être accompagné en naturopathie, vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Elles sont toutes super calées sur le digestif et elles pourront vraiment vous accompagner au mieux. Je vous mets le lien aussi en description de l'épisode de podcast. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera vraiment à faire découvrir le podcast au plus grand nombre et à aider un maximum de personnes à comprendre pourquoi elles ballonnent et qu'est-ce qui se cache derrière leur ballonnement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.